Beliadeg Breizizel. Emañ Richelaou Radio Breizizel, Beliadeg et Breizizel. Daniel Jekyll, La mémoire vive d'une langue, un podcast réalisé par Tudy Kreker. Bonsoir, Jules Gouchal. Bonsoir Daniel. Ya Mandara. À partir de 1982, dans la pointe bretonne, les soirées du dimanche sont rythmées par Beliadeg Breizizel, veillée radiophonique emblématique en breton de Radio Bretagne Ouest, la nouvelle station décentralisée de Radio France. Pendant 12 ans, Daniel Jekyll, son animateur, y fait entendre ses reportages réalisés auprès des anciens. Toutes les semaines, il collecte leurs récits, leurs souvenirs et leurs chansons. Ces enregistrements ont pour beaucoup été sauvés et conservés par l'association DASTUM, le Centre de recherche bretonne et celtique de l'Université de Brest et l'Institut national de l'audiovisuel. Se pencher sur ces archives magnétiques, c'est tendre une oreille vers une société rurale bretonnante alors en plein bouleversement. Même les bigorneaux écoutent RBO. Oui. Troisième épisode. Allô Daniel, la richesse des parlers bretons. Da l'homme de landbouw, kan je zeggen? Babu. Ja, mijn naam? Pond me zorg koud aan, hè? Ah ja, Oh, bomine bon, patiënt aan de koud. c'est penot de la va faire un raid om nu. Et maintenant, elle boot. Ja, Ben, boot, c'est vraiment. La veillée radiophonique du dimanche soir devient au fil des années un rendez-vous incontournable pour de nombreux auditeurs et auditrices. Il y a bien sûr des récits de vie, des chansons, mais pendant la première partie de l'émission, ils peuvent appeler la radio et tenter de répondre à un petit questionnaire linguistique. Daniel Jekyll leur soumet quelques mots, quelques phrases de français à traduire en breton. Ils en profitent surtout pour discuter un peu avec l'animateur vedette. Beliadeg Breizizel, c'est donc aussi en quelque sorte la toute première émission de libre antenne en breton. Mais c'était involontaire. Je pensais pas que ça aurait eu tant que ça de succès. Enfin, involontaire. Je m'entends que j'ai dit que c'était involontaire, personne ne m'a contraire. Daniel Jekyll. Oui, c'est arrivé comme ça. J'avais commencé à faire... parce que Pop Quintal me disait qu'il fallait faire participer l'auditeur à l'émission, mais je ne voyais pas du tout comment faire. Je demandais des devinettes. Mais il y avait une dame du Nord Finistère, là, elle les connaissait toutes. Donc, elle téléphonait la première, elle donnait la bonne réponse. Donc, après, je lui ai dit, mais je ne peux pas vous donner à chaque fois, parce que là, ça élimine tous les autres. Et donc, j'avais commencé à faire une devinette, et puis un mot à trouver, quoi. Et après, j'ai supprimé la devinette. Et je demandais 3 mots. Mais les gens, ça plaisait à l'auditeur, hein. Moi, ça me permettait non seulement de savoir qu'il y avait des gens qui écoutaient la radio, mais je voyais qui savait quelque chose. Donc, je pouvais leur donner rendez-vous après pour aller les voir, hein. C'était une très grande... Ouais, c'était une richesse, il n'y a pas à hésiter de le dire. Et ça faisait partie de leur vie. Un monsieur de Scrignac qui m'avait dit mais moi je vois personne toute la semaine maintenant, alors j'ai hâte que tu nous parles, comme ça je te téléphone aussi. Et ces gens-là, pour la plupart, ils s'en fichaient pas mal, ils ne se rendaient pas compte qu'ils passaient sur l'antenne, hein. Ils me téléphonaient, puis c'était bon. Et aussi, il y avait une dame, une fois, c'était la première fois qu'elle téléphonait. Et j'ai dit, mais d'où téléphonez-vous ? Oh, moi, je suis dans mon lit. Ben, c'était joli. On va pas compliquer la vie, non ? Les auditrices et auditeurs sont nombreux à appeler au standard de la radio, même si les plus anciens sont parfois en difficulté. Un jour, une auditrice raconte à Daniel qu'elle a répondu sans relâche à ses questions en s'adressant directement à son poste radio, sans penser qu'il lui faudrait prendre son téléphone. Guillaume, ben, d'au gounis ar zouben, hein, mestra. Sais-tu lavar et d'homme? J'ai la jambe engourdie.
C'est une femme énergique. Trezis Caroline, elle se répondra à un téléphone. Et le berceau, pega marmore, da la cavuga de Vienne. An evereno Jean Schenken, betigen. Na eis, pum tri, faire pum. J'ai la jambe engourdie. Elle est une femme énergique et le berceau. Allez, change de tout dans deux. Une fois, j'avais demandé, il y avait un plat spécial, si tu veux, pour couper le lard, quoi. Ça s'appelle le tranchoir, mais enfin bon, ce nom-là, je connaissais depuis longtemps, mais je n'avais entendu qu'avec une personne. Alors, je voulais savoir comment ça se disait ailleurs. Donc, je pose la question à la radio. Il y a les deux autres mots, je ne sais plus ce que c'était. J'avais eu réponse, mais pour le plat Kiksal, rien du tout. Bon, je dis, c'est perdu, quoi. Et pas le dimanche suivant, mais 15 jours après, purée, incroyable. Les réponses que j'avais. Ah, même ce goal, en vous on a type de cause, ouais, en guise, et vous en trancheur. Et plein de monde savait pour alors, toi, elles s'étaient réunies. Et puis, je ne sais pas pourquoi les gens disent ça. Argigical, une sgoule dans la naïgue. Ah ouais, si, ça a animé les après-midi du 3e marche. Yvonne de ce Plouigno. Ja, Elle, le chant de Sanyan. ja, met mij. Elle est gorée, Zaugati. Ja. Morgabi. Ja, maar wel, ja. Ja. Ja, Penos weer aan daar genomen op Pluzanine. ja. Marie de Scamperle. Ja. Chant de ce Colorec. Je vais te donner une gifle. Maison de Reuda, hos kast. Os kachet. Ja, hos kast, ja. Diwalum ne. Hij zit die wel maar persoon, ja. Reuda, hos kast. Ja, et tu auras une fessée. De mij weer vreed. Frayet. Ja, de mij weer vreed. Ah ja. Ja, maar vreed regarde. Entre les auditeurs, il y a un lien qui s'était créé, dis donc. J'avais été à Kerlouan, là. Ça remonte à quelques années. Et puis, la sœur de la dame qui nous recevait, elle dit, mais je suis rentré en amitié, c'est l'expression qu'elle m'a dit, avec une dame de Ploné-Véporzé, à Notre-Esvalone, et avec une dame de Paymar. Comment elles ont fait pour trouver leurs coordonnées, ça, je ne sais pas. Mais enfin, elles se téléphonaient. C'était curieux, hein? Autour de l'émission s'est donc constituée une communauté d'auditrices et d'auditeurs. Parmi les plus fidèles des fidèles de Béliade et Gébry-Zizel, on peut compter sur Annette Arrouz de Plouvien, une commune à 20 km de Brest, en plein cœur du Léon. Je l'ai porté en été, le soleil l'a tout, le soleil l'a tout. Je l'ai porté en été, le soleil l'a tout brûlé. Eiser nimedik Radio Brésil, Annette de Plouveien. Bonsoir, Daniel. Mon naam Annette. Ja, mondera. Tom en naam zar Plouveien. Gintau bebrauch, bremeu je nog genoeg. Ah ja. Adi shube, vous betu bepan Sanjawa? Ah, ja, ben je weet. Ah ja. Ja, en moest je op Tom meer bremeu de rust doen. Bebet, je hebt een gitar zin surtout daar we bebrauw. Ben ja, maar je bent nog verbreed dat je moet pedit, maar moet je am goor mariet. Ah, agor beshi la wet. Ah, een beetje lood. Dans la robe den vi me für million de benag, of benag hier. Ja. Ja. Je l'ai porté en été, le soleil l'a tout, le soleil l'a tout. Je l'ai porté en été, le soleil l'a tout. Ah oui, Annette, oui. Mais c'est elle qui connaissait tous les devinettes. Ah oui. Et puis son voisin, Goulhan. Il y avait la course entre les deux pour me souhaiter la bonne année. Ah ja. Adi shube, vous betu bepan Sanjawa?
Pour en savoir un peu plus sur Annette Arrose, je me suis rendu à Plouvien, où habitent toujours plusieurs de ses enfants. Ja, sais-tu. Hop. En roladin ou peus arrêt quoi, avec une cigarette quoi. Hop. Louis Leroux, donc je suis le fils d'Annette, né Simon et marié Leroux, Annette Leroux, qu'on appelait Mamie RBO parce qu'elle répondait souvent aux questions, il y a une trentaine d'années, aux questions des journalistes de RBO. Oui, moi je suis le frère de Louis, en fait, de Hervé Leroux. L'aîné de la famille, Annette a eu 11 enfants. Je suis l'aîné de la bande, voilà. Maat, die hebben het trouw serieus, nee. J'ai eu une jeunesse heureuse, Annette. Mais me zweet er je wankies eurus. Heureuse. Age me zweet. Ja, Ja, ja. Matré. Ja, ja. Et toutes les semences étaient mises autrefois dans les terres labourables. Anat goechal, avec la kia tout barsdour, gevegelet arat. Ben, ça nous plaît de... je trouve touchant même de l'entendre comme ça et en breton, parce que même si on en parle en français, là, elle parlait que breton au maximum, quoi, au maximum. Et donc, ça lui plaisait de parler, de répondre aux radios. Moi, ça me fait très plaisir de l'écouter, de l'entendre. Ben moi, c'est comme lui aussi, très content, mais en même temps assez fier que notre mère ait pu surmonter un peu son handicap. On a dit, elle a voulu être institutrice, elle avait dû se résoudre, on peut dire, mais elle aimait son homme à devenir agricultrice, elle aurait voulu, elle a pu quand même s'exprimer pendant son métier qui était quand même relativement dur et prenant, parce qu'on était 11 enfants, parce qu'il y avait une ferme, parce qu'il y avait plein de choses à faire. Et elle a quand même persévéré à garder une certaine culture, en breton, même en français, et puis à pouvoir s'exprimer à la radio ou bien dans des pièces de théâtre. Je crois me rappeler que sur son téléphone, elle avait un bouton RBO. Donc elle était prête, quoi. Elle appuyait tout de suite quand il y avait une réponse à donner. Elle était veuve à cette époque-là, je pense que c'était un de ses repères, quoi. Oui, tout à fait. Il ne fallait pas rater ça, quoi. Ouais, c'était... Son occupation du dimanche soir, c'était ça, systématique. Autant elle aimait nous voir chez elle, il ne fallait pas aller trop la déranger à cette heure-là. Quand il y avait Daniel Jekyll, il fallait qu'on aille avant ou bien qu'on aille après. Donc, si on voulait lui dire bonjour et boire un coup avec elle, et il ne fallait pas la déranger quand Daniel Jekyll faisait son émission. Ah oui, ça peut être le fils ou le beau-fils de la famille, oui. Elle avait cette relation-là avec lui, oui, tout à fait. Toute son enfance, elle a parlé que breton, sauf à l'école. Et son mari parlait breton aussi, donc tant qu'elle habitait là où elle habitait, sa deuxième maison, là où on est né, nous, c'était en breton, et le français est venu quand nous, Hervé, moi, on est allé à l'école, et à 6, 7, 8 ans, on a ramené le français de l'école. Et jusqu'à là, tout l'entourage, les voisins parlaient breton, donc ça c'est les années 55, 60. Jusqu'à là, c'était breton tout du long. Donc, on a baigné dans son milieu bretonnant. Et en plus, elle aimait ça, quoi. Elle a tout fait pour maintenir et promulguer la langue bretonne et la culture bretonne aussi. On a eu une mère merveilleuse, c'est tout, qui nous a ouvert sur la culture bretonne, sur la culture française, sur la culture tout court. Je dirais bravo, maman, quoi, c'est tout. À l'image d'Annette, les auditeurs et auditrices de l'émission se plaisent à participer en direct et à parler dans leur langue à la radio. Mais sur cette libre antenne, en breton, certaines questions restent encore un peu sensibles. Un jour, le linguiste Martial Ménard suggère à Daniel Jekyll de demander la traduction du terme « fille-mère ». Dans les jours suivants, plusieurs auditrices lui font le reproche d'avoir abordé ce sujet encore tabou. Francine de ce Plébernay. Plébernay, Ja. Men nun det du Pebbles Miser has ik ook de hand nog weer. Guireo? Oh ja, dat is gewoon. Triste, mais Sille là-bas. we gaan de hand op de zuur met telefoon doen kapot op. Da. No. Ah, mais là, pardon. Redavo está leur téléphone mur. Oh ja, dat is pas ça. Dat is gewoon. Non. Mais merci donc, mais, Francine.
Pour continuer l'exploration de ces enregistrements et les analyser un peu plus en détail, je propose à Nelly Blanchard, membre du CRBC à l'Université de Bretagne occidentale, d'écouter un extrait où 2 auditrices d'Argol et de Plouigneau donnent leur traduction des termes orphelin et tuteur. Ja, Dus een tutor wil er gwert. ja. Penaos wil er gaan op Plouigneau naar wonen. Ja, Tutor wil je binares, quoi. ja. Dus een tutor wil er culator. Penaos? Culator. 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 Ah ja, Dus ik wil een sanctificator. ah ja. Ja. Ah oui, il y a de la richesse concernant la langue. Premièrement, ça c'est souvent ce qu'on retient de premier abord parce que là il y a 2 personnes qui répondent, elles ne répondent pas les mêmes choses, donc on peut se dire que si on mettait bout à bout toutes les réponses apportées, on peut faire des glossaires magnifiques et on peut faire peut-être des atlas nouveaux, voilà. Et puis il y a de la richesse sociale, enfin en termes de relations sociales. Il y a beaucoup de choses qui passent. Alors à la fois beaucoup de connivence parce que ces gens-là parlent la même langue, font partie du même monde, la même culture. Donc il y a à la fois l'effet miroir, la confiance. Et puis quand même, on ose s'interroger. Alors, ah bon, on dit ça? Ah oui, on a toujours dit ça. Et puis, ah mais on dit pas ça que là, on dit ça partout. Enfin, on essaye d'échanger sur ce qu'on croit être une bonne réponse. Alors on voit bien aussi qu'on est dans un contexte très particulier d'interview à la radio. Donc même s'il y a connivence, même si on est avec une forme de breton badume, c'est-à-dire une forme plus informelle de breton, on veut bien répondre. Et donc on voit bien arvinores, l'articulation qui se fait, par exemple là, chez la première répondante, c'est intéressant parce qu'il y a ce souci quand même de faire bien les choses. Donc il y a derrière une impression d'exercice scolaire un petit peu aussi, mais avec beaucoup d'humour, hein. On voit bien que ça rigole, on cherche ensemble, enfin donc c'est beaucoup plus détendu qu'un exercice scolaire, mais il y a quand même derrière ce modèle-là sans doute, ouais. Donc c'est très riche à plein de niveaux effectivement. Et puis on imagine la réaction des auditeurs, des auditrices en se disant « Ah tiens, j'aurais pas dit comme ça, j'aurais plutôt dit comme si », mais c'est intéressant de savoir que dans tel coin, à Plouigneau, à Landéda ou dans le pays bigoudin, on dit d'une autre manière. Peut-être ça fait comprendre aussi que le breton, c'est une langue avec ses variations, mais on se comprend aussi tous ensemble. Alors c'est vrai que c'est très difficile de savoir comment pouvaient réagir les gens chez eux. Ce serait intéressant d'ailleurs de voir s'il leur reste quelques idées là-dessus, à ceux qui écoutaient ces émissions-là, même si sans doute ils reconstruiraient un petit peu leur vécu à ce sujet-là. Parce qu'on peut imaginer plein de réactions différentes, entre l'indifférence, bon ça c'est dommage, mais ça existe, entre surtout les gens qui disent « Ah non, je suis sûre, on ne dit pas comme ça », et puis peut-être, oui, cette ouverture, le dire « Ah oui, j'avais déjà entendu ça, mais j'avais oublié ». Là, en fait, le maillon qui a probablement manqué à un moment donné de cette histoire au XXe siècle, c'est l'alphabétisation des Bretonnants dans leur propre langue. Et comme elle n'a pas eu lieu, pour dédramatiser finalement cette question de l'intercompréhension, de telles émissions probablement ont pu jouer un rôle bien plus détendu, surtout que voilà, il n'y a pas de jugement, on passe de l'un à l'autre, on pioche, on s'entend, on s'écoute, aussi simplement que ça. Et donc, oui, très certainement, ça a pu ouvrir les esprits. Belia et Brizizel et ma Daniel Jekyll compte cause. Et je vais te donner une gifle. Mais ça n'aurait klaken dit. Penaos? Klaken. 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 Ja? Ja. Die gedaan het mij pe glapenet. Betamane gravanet. Gravanet. Ja. Mais zo hond de histoire door ovlahat. Et je vais te donner une gifle. Wie pesquarnet. Wie pesquarnet. Ja. Ja? Alors avec ces différentes interviews, l'idée de faire un atlas, en tout cas là il y a une belle représentation d'un peu tous les coins. C'est très intéressant de pouvoir faire presque un dictionnaire de synonymes à partir de ça. Ah ben ça c'est une excellente idée parce que il y a une longue tradition d'atlas pour le breton, puisque donc Pierre Leroux avait fait le premier atlas en langue bretonne au début du XXe siècle, Jean Ledu, le deuxième atlas, le nouvel atlas linguistique de Basse-Bretagne, plutôt à la fin, dans la dernière partie du XXe siècle. Et parfois, on entend certaines critiques,
évidemment, après avoir fait les louanges quand même de tous ces travaux très, très fastidieux et précieux, certaines personnes disent oui, mais il n'y a qu'une réponse pour un mot. Or, probablement, les gens connaissent d'autres mots, il y a des synonymes. Et effectivement, alors... Je pense que là, il y aurait matière à faire des synonymes. Alors, malgré tout, il faudrait se méfier parce que je pense que les synonymes, ça ne marche que dans un breton d'une personne, d'une communauté. Il ne faudrait pas penser que ça puisse constituer des synonymes d'un bout à l'autre, en raboutant tout ça et en faisant du mélange. Enfin, à moins qu'on le décide très volontairement et qu'on les mette bout à bout comme ça. Hein. Mais ce serait encore une autre démarche. C'est-à-dire que là, les réponses de la dame du Sud Finistère et les réponses de la dame de Plouigneau fonctionnent chacun pour eux-mêmes dans leur coin. Et elles ont peut-être des synonymes ou pas, chacune dans leur coin. Maintenant, de là à se dire, finalement, tout ça dans un breton standard, on pourrait les considérer comme synonymes, ça c'est encore une autre démarche, hein, mais pourquoi pas, c'est à voir. Alors, l'usage qu'on peut en faire aujourd'hui de ces enregistrements, comment on peut en tirer parti quand on enseigne à l'université à des personnes qui sont, pour certaines, nées au XXIe siècle ? Je pense qu'il y a plein de manières d'utiliser, d'en faire des outils pédagogiques très intéressants. Ça peut être tout simplement des exercices de compréhension. Ça peut être aussi de sensibiliser à la question sociolinguistique de ce qu'est un badum ou pas, etc. Ça peut être de sensibiliser à la variation géographique, donc à la dialectologie. Et moi, ça me semble d'autant plus précieux que ce sont des données qui ne sont pas évidentes pour certaines personnes qui veulent apprendre aujourd'hui le breton et qui finalement ne l'ont jamais entendu dans leur entourage, c'est-à-dire qu'ils ne l'ont jamais entendu comme badum. Donc, certaines personnes n'ayant pas les oreilles faites à cela, en termes phonologiques, n'ayant pas cette culture-là, déjà qu'il y a des registres de langue différents, que la langue peut prendre des formes différentes, qu'elle varie, etc. Quand on n'est pas sensible à ça dès le départ, il faut l'apprendre, cette sensibilité-là. Et je pense qu'avec de tels enregistrements, on peut y arriver. Donc, mettre le nez là-dessus, c'est simplement apprendre à découvrir la complexité linguistique et l'humain est extrêmement subtil en la matière. Et donc là, voilà, moi je pense qu'il faut exploiter ce genre de ressources. Quels sont les usages que peuvent faire aujourd'hui les locuteurs du XXIe siècle de ces enregistrements ? À l'écoute du breton et d'une histoire populaire, c'est le thème du prochain et dernier épisode de ce podcast. Mitrailleur, van Sost. Mitrailleur, pipi, la spécialité. RBO, Radio Avro, RBI, Radio NTI. Daniel Jekel, La mémoire vive d'une langue, un podcast proposé par Bretagne Culture Diversité. Réalisation, Tudy Kreker. Mixage et création sonore, Bastien Lambert. Coordination éditoriale, Anna Kéré. Merci à Daniel Jekel, Philippe Lagadec du CRBC, Christelle Molina et Jean-Paul Dibouez de l'INA Loire-Bretagne. Un podcast soutenu par la DRAC Bretagne et l'Université de Bretagne occidentale.